mal pour le Radio Rodéo. De nos jours, La Fontaine, que vous incarnez au cinéma, aurait-il été anarchiste, polémiste ou chansonnier ? Il aurait été peut-être les trois à la fois, mais surtout, d'aucun parti est terriblement vigilant, donc au-dessus de la mêlée. N'a-t-il pas copié un peu les fabulistes de l'Antiquité ? Ouais, mais c'était du grec ancien à l'époque, donc c'est costaud quand même, il y a un travail d'érudit devant. Hein. Est-ce qu'il demandait parfois conseil à Racine, son cousin ? Ouais, il se piquait des fables, il se piquait des vers. C'est une époque très libre, on est dans les lumières de la Renaissance à l'époque, et ils sont tous autour d'une table, c'est authentique, les Molière, Racine, Boileau, La Fontaine, et ils inventent comme ça, ils créent, il y a une émulation collective, et ils se piquent des phrases, ils se piquent des trucs. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on se battait pour savoir si Grosjean comme Devant appartenait à Racine ou à La Fontaine. Eh bien, c'est aux deux. Parce que ça se trouve dans les plaideurs. Ça se trouve dans les plaideurs de Racine, tout à fait. Oui. Mais aussi dans les fables. Voilà un joli film dans lequel vous avez un joli rôle, hein, parce que c'est le rôle titre, et puis on vous voit beaucoup. Hein. Ouais, et puis La Fontaine n'a jamais été incarné au cinéma, et il était temps de jamais. Il était temps de le réhabiliter parce que... Alors, il intervenait dans des films de Guitry, mais de façon très... Si Paris m'était compté, on les retrouve. Si Versailles m'était compté, c'est dans Si Versailles m'était compté qu'on les retrouve. C'était vrai, non? Oui. Il était très vieux, il était très empoussiéré et correspondait un petit peu à cet homme du sérail qu'il n'était pas du tout. Il l'a été à la fin, il a accepté de rentrer à l'Académie française, mais... il s'est renié d'ailleurs, hein? Un petit peu, il a accepté de renier ses comptes libertins. Et alors je les ai pas lus ces contes, c'est vraiment très libertin. Ah oui, c'est de la volupté. La Fontaine, c'est pour ça qu'il s'est opposé, qu'il a vraiment affronté et combattu Louis XIV, qui était quelqu'un de très dur, très rigide, très droit, qui voulait que toutes les disciplines de la nature humaine soient soumises à son bon vouloir et à son intérêt privé. Lui est né avec les lumières de la Renaissance, donc qui dit Renaissance dit volupté, gourmandise à l'italienne, richesse. Louis XIV était quand même le grand protecteur de tous les écrivains de l'époque. Hein. À condition qu'il fasse son éloge. Et tous ceux qui voulaient rester intransigeants et qui plaçaient l'art au-dessus du pouvoir étaient écartés et en exil. Il n'y a qu'à voir Nicolas Fouquet, ce qui lui est arrivé. Le plus grand mécène, le plus grand amoureux de l'art de l'époque a été mort en prison 20 ans après. Et La Fontaine n'a pas été à la soupe, jamais. Jamais. Il a été à celle de Fouquet. Il était protégé par Fouquet parce qu'il était quelqu'un qui n'était pas de condition. Protégé et subventionné. Oui, mais si c'était pour pouvoir avoir une visibilité, parce qu'il n'avait pas pour avoir des subventions, il travaillait pas, il avait une charge des maîtres des eaux et forêts qui lui rapportait pas beaucoup. Sa famille avait fait banqueroute, son frère qui gérait la fortune de la famille a vu qu'il avait tout perdu et il est parti dans les ordres. Donc La Fontaine s'est retrouvé avec une maison avec pas d'argent et il a dû se chercher des protecteurs et ça a été Fouquet. Il allait bouffer au Fouquet, ça. Il a tout compris. Alors ça s'est mal terminé, puisque Fouquet a été arrêté. Est-ce que il a été en ce cas précis victime d'une grave injustice de Louis XIV. Oh, totalement, non. Il avait quand même commis deux imprudences. D'abord de se faire construire à Vaux-le-Vicomte la réplique du château de Versailles, et ensuite d'inviter le roi à une cérémonie un peu trop fastueuse. Or, il était quand même dépositaire des fonds publics. Hein. Ouais, mais et heureusement, parce que les gens ne prêtaient pas. À l'époque, ceux qui avaient de l'argent, les banquiers, les gens qui étaient vraiment puissants, ne prêtaient pas au roi. Parce que le roi était une très mauvaise garantie. Il suffisait qu'il fasse un édit pour qu'il ait plus besoin de rembourser. Donc les gens devaient prêter à des gens de confiance. Et la seule personne de confiance en France à l'époque, c'était Fouquet. Parce qu'il avait l'honnêteté de vraiment rembourser. Et il mélangeait un petit peu tout, c'est vrai, parce qu'il avait tous les fonds du royaume et ses fonds propres. Pendant la Fronde, faut savoir que le seul qui a soutenu et financé l'armée de la France, c'était Fouquet, avec son argent, parce que la France n'avait pas d'argent à l'époque. Donc il a vraiment un peu mélangé. Il y a une confusion un petit peu des gens, mais pour le bien-être du pays et de l'État. Et Fouquet, à ce niveau-là, est totalement irréprochable. On peut pas l'accuser de s'être enrichi personnellement. Vaux-le-Vicomte, il le donne au roi, il le dédie au roi. Oui, mais attendez, où est-ce qu'il a pris sa fortune, Fouquet? Eh ben, il a inventé à l'époque ce qu'on appelait le clientélisme. C'est vrai qu'il faisait il était un peu l'usure, l'agiotage, il avait les finances, quoi. Il faisait proliférer, il disait prête-moi de l'argent, je t'en redonnerai plus parce que ça va fonctionner. Les compagnies, les grandes compagnies, la Compagnie des Indes, les choses comme ça. Les stock options. C'était un grand économiste, c'était un grand financier qui savait fabriquer de l'argent et surtout qui savait rétribuer et rembourser ses dettes. C'est pour ça qu'il avait la confiance. Alors, donc, vous avez tourné à Vaux-le-Vicomte, vous avez pu apprécier d'ailleurs le faste du domaine à Vaux-le-Vicomte. C'est fabuleux. C'est un château qui préfigure Versailles, qui est peut-être plus joli que Versailles, parce que justement c'est un petit peu le modèle, la valeur étalon, et les jardins sont le nôtre. Il a fait appel l'architecte c'est Levaux, les peintures c'est Lebrun, les cuisines à l'époque c'était Vatel, donc voilà tous les grands hommes de la Renaissance qui ont ensuite donné le classicisme. Louis XIV ne pouvait pas accepter ça. Et puis il y a une anecdote qui est marrante, c'est que
on se plaignait à l'époque de Louis XIV que l'hiver, l'eau gelait dans les verres. C'est une anecdote, voilà, à Versailles, l'eau gèle dans les verres. Et quand Fouquet invite donc Louis XIV à cette superbe réception où Louis XIV est ébloui et complètement ne se sent plus roi vraiment, parce qu'il dit il y a un mec au-dessus de moi en France, il s'en va et au moment de partir, Fouquet le regarde et fait attendez, on a encore quelques petits sorbets pour vous. Et voilà, il y avait des glaces en été et ça lui a glacé le sang et c'était fini. D'où vient votre goût pour les costumes d'époque ? En tant que comédien, les 3/4 du travail sont faits quand on voyage dans le temps. Quand on se retrouve avec un costume, une perruque, je sais que je suis plus Laurent Deutsch, quoi. Je me laisse ma personnalité au vestiaire et j'en endosse celle d'un autre. Et puis voilà, puis revisiter des mythes comme La Fontaine, c'est un plaisir. Et associer mon nom à un tel génie, c'est quelque chose de très, on s'enorgueillit, quoi. C'est les palmes académiques. En quoi l'anniversaire de la mort de Louis XVI vous concerne-t-il ? Parce que je trouve que la Révolution française à cette époque précise a perdu dans la mort de Louis XVI. C'est qu'on a dépassé l'objectif. On aurait, je pense, gagné à ne pas avoir ce qui s'est passé derrière, à savoir la terreur, les Jacobins et tous les massacres. Qu'est-ce qu'on aurait fait de Louis XVI Et qu'est-ce qu'on va en faire de notre président en 2007 à Bruxelles? Alors Fouquet, comment il a fini? Il est mort à Pignerol. C'était le masque de fer ou pas? Non. Il y a une légende qui voudrait que, soi-disant, le masque de fer, c'est un frère jumeau de Louis XIV. Ça, c'est faux. Une autre légende qui dirait que c'est Fouquet, c'est sans doute faux aussi. Ce qui est plus plausible, c'est que c'était sans doute un des serviteurs, parce que Fouquet en prison avait le droit à un valet, à qui évidemment, comme Fouquet pouvait communiquer avec personne, puisqu'il était détenteur de secrets d'État puissants qui pouvaient déstabiliser Louis XIV, il n'avait pas le droit de communiquer, même pas avec sa femme. Et donc il parlait à ce valet-là, qui s'appelait Daugé. Et quand Fouquet est mort en 1680 et quelques, le Daugé en question a dû être interné à son tour, être emprisonné pour pas qu'il communique. Et c'est là qu'apparemment on lui aurait mis un masque de cuir pour pas qu'il puisse parler. Voilà, il a été retrouvé à la Bastille dans les décombres en 1790 à la destruction totale de la forteresse. On a retrouvé le squelette de l'homme au masque de fer qui a vraiment existé et qui sans doute devait être ce serviteur. Il connaît bien son sujet. Hein. J'adore l'histoire. C'est impressionnant. On sent l'ex-brillant élève. Hein. Ouais, enfin en tout cas j'étais particulièrement suiveur de la dernière séance d'Eddie Mitchell. Voilà, c'est là que j'ai appris l'histoire. C'est vrai. Je voyais Kirk Douglas dans Les Vikings et Rolf Flynn dans Romain des Bois, je voulais faire de l'histoire moi. Alors la pièce avec Macha Merrill oui, avec Lady Bracknell, tantôt Gustave, cartonné avec pièce d'Oscar Wilde, ça se passe bien. Vous l'embrassez dans la pièce? Hélas non, on s'embrasse avant. Oui. Mais enfin, nous avons un faible l'un pour l'autre. Je suis sa tante dans cette pièce. Ah oui. Et je lui apprends les bonnes manières. Et à mon avis, je suis pas loin de lui mettre la clé dans le portail. En somme, tu lui as appris les bonnes manières. La clé dans le portail. Il va se coucher sous sa tente. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour faire des bonnes actions. Mais il est très doué, ce jeune homme. Hein. Très doué. Tu l'enseignes la serrurerie, si je comprends bien. Non, sur scène, on est surtout très bien entouré, quoi. Déjà, on sert un auteur prestigieux, et puis avec Macha, avec Frédéric Diffenthal, Gwendoline Amon et d'autres, on est 8 sur scène, c'est un régal, quoi. Et encore une fois en costume, donc le voyage est total. Quand vous abandonnez tous ces beaux costumes d'époque pour, c'est plus difficile, pour vous vêtir de la façon peu succincte de la nôtre, hein, vous n'avez pas l'impression d'être moins avantagé? Je sais pas, ce qui est certain, c'est qu'on a eu la chance sur La Fontaine de retrouver les matières de l'époque, toutes ces matières qui avaient de l'épaisseur, qui avaient presque déjà quelque chose, un langage à nous raconter. On se sent vraiment différent. Aujourd'hui, peut-être que dans tous les domaines, on va vers des modèles convergents qui manquent peut-être de singularité. Toutes les villes se ressemblent. Aujourd'hui, on est tous soumis aux franchises universelles qui s'imposent dans tous les États. La dernière fois que je suis rentré en Hongrie, c'était il y a 2 ans, j'ai eu l'impression d'être à Clermont-Ferrand, quoi. C'est terrible, quoi. Tout se ressemble aujourd'hui. Oui, et dans les vêtements aussi, c'est pareil. Ouais, peut-être que ça perd. Il y a toute une dimension qui s'efface au profit des grandes mesures. Trouvez-vous normal qu'on vous paye pour embrasser des jolies filles? Oui, nécessaire même. Avez-vous expliqué... Après, je les rétribue derrière. Elle me laisse mettre la langue. Avez-vous expliqué à votre fiancée que vous n'y preniez aucun plaisir? Oui, elle y croit pas. Elle va être comédienne pour voir maintenant. Est-ce que c'est défini contractuellement, la façon dont on embrasse ses partenaires? Non. Parce que Ventura faisait spécifier qu'il n'aurait pas à embrasser de partenaire dans ses films. Et il a loupé des choses, hein. Il a loupé des choses, parce que moi je me suis rendu compte de certaines pratiques que je répercute après dans ma vie quotidienne et qui me permettent de durer dans mon couple.
Ah bon? C'est une école, alors. C'est un apprentissage. Ah ouais, un beau sujet. L'apport de la vie professionnelle dans la vie privée. Eh ben exactement, de toute façon, on n'est que les habits qu'on endosse tous les jours, donc la vie professionnelle, on se nourrit d'elle. Oui. Bon, cela dit, c'est pas des effusions très spontanées, hein. Elles sont rétribuées, elles sont prévues. Et puis surtout, elles sont surveillées. Il y a 60 personnes qui nous regardent, savoir comment on embrasse, comment on met la langue, comment on met le port de tête et tout. Donc c'est quand même assez. Ouais. Il y a combien de prises? Beaucoup dans ces cas-là. Moi, je me trompe souvent. C'est bizarre. Je sais pas mon texte quand il faut embrasser. La scène de la baignoire était très fatigante à tourner. Ah, c'était agréable. Sauf qu'il faisait 300 degrés à peu près ce jour-là et que le bain Pourquoi était vous très avez pas très chaud. enlevé votre chemise? Bah parce qu'à l'époque, on se baignait pas nu. Au XVIIe siècle, on se baignait Bah, pas la nu. jeune femme, elle est nue, elle. Elle est pas nue, non, elle a un petit elle a tricot, un mais petit- assez transparent parce que j'avais enlevé des doublures. J'avais pas enlevé des doublures. Et donc ouais, c'est vrai qu'elle, on Elle est domine plus ses mignonne, formes. elle est mignonne. Mais elle a des tellement jolies formes que c'est pas plus Ouais, mal. ouais, ouais. Comment elle s'appelle? Sarah Forestier. Ah oui, c'était un homme des eaux et forêts, hein, Oui. Il La avait la charge, Fontaine. il avait D'ailleurs, la charge. il a fini avec Madame de la Sablière, hein, c'était une grande Non, famille. il a travaillé chez elle, mais jamais. Bah, il est resté 20 ans avec elle, il s'est rien passé. Je ne pense pas. Je crois qu'il y avait une distinction très forte parce qu'il a usurpé son titre de noblesse. C'était pas un noble. Pourquoi il s'est fabriqué une particule? Mais c'est pour pouvoir exister, parce que pour pouvoir fréquenter les salons et les parquets de Versailles, il fallait à l'époque encore. dans cet Boileau ancien n'avait régime. pas de particules. Non, mais il a eu d'abord le talent, ce que n'avait pas La Fontaine avant les fables, et ensuite il a accepté la soumission au roi. Donc La Fontaine, le roi créait les particules et en tout cas créait les privilèges. Élémentaire. Les particules. Pourquoi vous surnomme-t-on la fouine? Parce que je veux tout savoir. J'adore ça, moi. J'adore me mêler des affaires qui me regardent pas. J'adore. Puis Macha connaît bien C'est ça. J'aime votre bien aller dans les visage. coins. J'aime bien aller dans les interstices. C'est le visage aussi. Il y a un peu. Ouais, j'ai un menton un peu fuyant, avec un nez un peu comme ça, aquilin. Donc j'ai un côté museau, quoi. Oui. Vous aimez bien mettre Mon ce père nez- m'appelle Museau, donc voilà. Le Vous museau aimez ou la bien fouine. mettre ce nez dans les affaires des autres. Ah, j'aime bien, ouais, j'aime bien être au courant de certaines choses que je redistribue après selon mon bon plaisir. J'aime bien ça. Par exemple, bon, la vie sentimentale De Macha, de Macha. Oh là, Il y a des choses, attendez, ça fait 8 mois que je suis avec elle, j'ai là, écrit il y un a du best-seller. boulot là. C'est un emploi à plein temps. Hein, Ah, 8 ça. mois, là, c'est impressionnant. Les mecs défilent dans la loge, non? J'ai appris. Where is la loge de Macha? Vous On the right. vous on the arrivez- right. vous arrivez à suivre dans toutes les langues, je sais le dire. Dove si trova Macha? Macha è qua, à sinistra. À qui est Massa? Mais alors dites donc, vous êtes bon en calcul si vous suivez. Hein, Ah ouais, mais là j'ai un boulier. parce qu'elle On a me donnait un des, coup de boule. Bravo, Macha, elle a des bravo. visites cosmopolites. Alors, elle connaît beaucoup de monde. À mon avis, elle en a déroulé du câble, il n'y a pas de problème. Et elle fait les groupes maintenant, là? Au niveau groupe, on cartonne, c'est impressionnant. Le théâtre long terme a besoin de groupes et de collectivités, mais c'est vrai qu'avec Macha, là, on remplit les zéniths. Mais elle est tellement agréable. Faut savoir que dès que vous rencontrez Macha, elle a toujours un mot gentil, elle parle, elle est très. C'est pas de la mondanité, mais elle est vraiment invitante. très bienveillante, ouais, très bienveillante. Ouais. Et on la lâche plus. Après, elle va au restaurant, et puis les mecs savent plus comment s'en défaire. Après, non, elle est vraiment très accessible. Toujours un mot pour Tu chacun, n'imagines pas une que ce soit bise. l'inverse, n'est-ce pas, que ce soit moi qui suis encombrée de toute cette foule d'admirateurs. Non mais ils te le rendent bien en plus parce qu'on sent qu'ils sont contents de te voir. Enfin bon, elle repart généralement avec un seul. Elle repart à vélo, Macha. Ah bon? Macha, c'est une cycliste qui en plus entretient donc le fond et la forme, donc c'est parfait. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais du vélo? Donc, on ne sait pas où se garer là-bas dans ce quartier. La forme, bon, oui, mais le fond, ça peut blesser. Hein. Oh, Non, il y a une c'est- selle, il y a une selle sur vélo. Ah, il y a vraiment- Ah bah c'est nouveau, alors. D'où l'expression et Macha, elle fait du vélo. Quelles langues orientales parlez-vous? Le hongrois. Ben, c'est pas très oriental. Eh ben, c'est considéré si c'est les langues zo. Hein. Ah, Et quand oui. vous lisez des livres, par exemple, je me souviens du mec qui avait écrit Dracula, la Bram Stoker, qui disait que l'Occident s'arrête à Budapest. C'est vrai, quand on prend l'Orient Express, Ah ce oui. que j'invite tout le monde à Ouais. faire, c'est un voyage merveilleux. Vous prenez le train et vous arrivez à Budapest, et là le changement est quand même radical. Sauf que maintenant, c'est de plus en plus, c'est vrai, Clermont-Ferrand. Vous pouvez nous le redire en hongrois? Enfin, nagyon furcsa attendez, comment on dit? Kellet. Oh, Kellet, qu'est-ce de Dick Budapesten, voilà. L'Est commence à Budapest. Ah, c'est plus joli en hongrois. Ah hein. oui, oui, oui. Tu penses que Sarkozy parlait comme ça? Oui, c'est ma guerre. Est-ce que vous pouvez reprendre votre accent sartois? Oh mon solide, qu'est-ce que tu vas me bouder à la capitale? Je le redis, c'est les A surtout. J'ai une copine qui travaille dans la presse et qui est sartoise, et quand elle dit oh bah là au mois de mai je vais aller au festival de Cannes, le A est un peu mouillé quoi.
au festival de Cannes. C'est le Eula Badi. Et vous n'avez pas été tenté par des langues plus exotiques que le hongrois? Je l'ai fait un peu par paresse au départ, le hongrois, parce que comme je la connaissais, je me suis dit tiens, je peux choper un diplôme facile. Et en plus, les hongroises sont très jolies. Hein. Les hongroises? Ah oui, ouais, c'est pas mal. Ouais. Les croates aussi. Et Budapest, c'est une jolie ville. Quoi. Ah, Budapest, c'est merveilleux, sauf que voilà, je me rappelle, il y a une sublime gare qui est justement la gare de l'Est, donc c'est Keleti Pályaudvar, qui a été racheté par un McDonald's. Donc maintenant, il y a un McDonald's dans un ancien ouvrage d'Eiffel. Donc tout est assez maintenant soumis sur l'autel de l'occidentalisation forcée, qui va très très vite, qui est galopante et qui est destructrice, quoi, parce que ça devient de plus en plus aussi une ville musée, et il n'y a rien de plus funeste qu'une ville musée, quoi. C'est terrible. Avec un petit centre et puis des grandes franchises partout, des centres commerciaux. Ah oui, c'est ça. Mais le hongrois, dis-moi, ça vient. On dit que le basque ressemble au hongrois. Disons bien fini. Non, hongrois que le basque. Non, mais le magyar et le basque, il y a des racines. Non, c'est toutes les langues qu'on n'arrive pas à caser. On fait une espèce de petite famille tiroir comme ça. Non, le basque ne fait pas partie des langues finno-ougriennes. On sait pas d'où elle vient. Le hongrois vient, le hongrois vient de l'Oural. Non, mais le basque, on sait pas. Le basque, on sait pas. Le basque, vraiment, ils ont essayé d'y rattacher au l'Oural. Et ça vient de l'Oural, de Russie, et c'était une peuplade qui était donc du côté des montagnes. Il faut savoir qu'avec les grandes invasions dans les premiers siècles après Jésus-Christ, ça venait de l'Est, puisqu'il y avait la muraille de Chine qui blindait tout à l'Extrême-Orient, et donc les gens allaient à l'Ouest. Toutes les grosses tribus, les Huns, les Petchénègues, enfin tous les Alains, les Vandales, donc ils allaient vers la gauche. Et les Hongrois étaient à gauche du coup, donc sont sauvés parce qu'ils ont eu peur. Ils ont franchi les Alpes, l'Oural, et il y en a qui sont allés au sud, ça a donné les Hongrois, et ceux qui sont allés au nord ont donné les Finlandais. Et donc la famille c'est la même langue. hongroise s'appelle les finno-ougriens, la famille finno-ougrienne. Donc les racines hongroises se retrouvent chez les Lapons, les Estoniens et les Finlandais. Voilà, c'est tout, pas les Basques. Vous faites une interrogation écrite après, non? Oui. Mais c'est intéressant. Je ne comprends pas pourquoi on vous a surnommé la fouine. Moi, je vous aurais surnommé la mitraillette. Vous parlez à une allure. Ça a été déjà pris en hongrois, ça se dit Pushkash, la mitraillette, et c'est un grand joueur de football. Ça a déjà été pris. Et ça se dit Kalachnikov aussi. Il y a un truc qui est amusant dans les pays du Nord, les pays scandinaves, c'est qu'ils sont tous en longueur. Vous êtes d'accord, la Norvège est toute en longueur, la Suède est toute en longueur et la Finlande est toute en longueur. Alors que les peuplades, elles, ont franchi ces pays dans la largeur. Ouais, c'est vrai. Elles n'ont absolument pas suivi les frontières aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même amusant. Ces peuplades ont peuplé ces pays totalement d'une manière contradictoire aux frontières. Ouais. Et c'est le transsibérien qui a tout changé et tout est parti du train. Ah, mais tout est parti du train. Il y a des choses qui partent du train. Réfléchissez bien. On n'a pas dit on a dit le train. Je ne vous dirai qu'un mot à propos de vos histoires de train. Oui. Gare. Et il déraille. Non, mais c'est amusant. Il connaît presque autant de choses que Non, vous. mais là vous m'interrogez sur les choses que je connais, mais Oui, mais lui il est plus fort que vous. Ah Il oui, peut c'est parler un de ce maître, qu'il bah. connaît pas, lui. Surtout. Il est intarissable. Quand il connaît, ça dure 30 secondes. Quand il connaît pas, on en a pour un quart d'heure. Qu'est-ce que je me suis instruit La Hongrie, c'est ça qui me ferait plaisir. Ouais. Je suis sûr que tu Non, j'ai un très beau souvenir. C'est au moment de la Révolution de Budapest. il y a du pauvre. Ça a été un Il y a moment pour vous que ça a été un bon extraordinaire souvenir. parce que... Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Non, mais En 56. pardonnez-moi, j'ai évoqué l'émission qui n'était pas sur cette antenne et qui s'appelait Vous êtes formidable. Et nous avons fait le rassemblement de tout ce qu'on pouvait trouver en France pour aider ces Hongrois qui étaient en révolte contre ces saloperies de Russes qui les aidaient. Soviétique. Et ça a vous été, étiez ça a- dans l'humanitaire, Et ça a alors. été, Ah, oui, bien oui. sûr, cette nuit-là, ça a été une nuit extraordinaire où tout arrivait de la France entière et ça Vous partait savez, d'Orly. tout vous êtes simplement. formidable, Pierre. Oui, merci, ça, je sais. Citation de Monsieur Folenfant que je soumets à la sagacité de Laurent Deutsch, qui a dit « J'adore jouer au billard car on y croise des boules, des queues et des trous. Mozart. Et en plus, on a le droit de tirer. Mozart. » C'est Mozart. Oh, sans doute. Bah, Mozart, c'était un grand joueur de billard. Donc, Et puis un grand cochon. et un grand queutard, donc à mon avis, ça lui convient tout à fait. Eh ben non, c'est Eh pas ben, lui c'est qui pas l'a bien. dit. Il a fallu, pour que ce soit exprimé de cette façon-là, attendre notre époque. C'est du français. C'est des proches. ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Cela dit, Mozart, On aurait pu dire ça avec que d'autres vous termes. avez joué, ah oui. Dans ses lettres, il y avait souvent des Ah, il était obsède. plaisanteries. Il est atteint d'un syndrome qui était Gilles de la Tourette. Donc il proférait des insultes, des insanités involontaires, mais aussi par moments choisies. Il adorait ça. C'était quelqu'un qui était truculent et qui outrepassait les normes. Un peu comme La Fontaine, alors. Ouais. Hein, il y a des liens.
Oui, sauf que La Fontaine usait plus de dissimulation parce qu'il n'avait pas la sensation d'avoir le génie. Mozart se savait génial, donc il en avait rien à foutre des autres et de ce côté qu'en dira-t-on. Il savait que son génie triompherait et il pensait triompher dans l'existence. Bon, ça arrivera après d'une manière posthume, mais il pensait lui que c'est il aurait la rare. On reconnaissance. est toujours surpris quand un grand esprit a un sexe. Ouais, mais c'est d'ailleurs, ce qui est marrant avec La Fontaine, c'est que j'ai rencontré des gens normaliens qui, après avoir vu le film, me disaient on avait tellement peur que vous l'incarniez, faire de telles idoles, des idoles, pardon, je parle comme Ségolène Royal, moi. Des idoles. Faire de telles icônes des êtres simplement comme nous, c'est-à-dire faits de chair et de sang, ce qu'ils ont été, avec leurs désirs, leurs plaisirs, leurs vices, avec toutes les vicissitudes de l'existence humaine. C'est quelque chose qui peut faire crisper, mais qu'il faut accepter, parce que c'était comme ça. Votre fable préférée? Le lion et le rat. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Merci. C'est bien mon avis. Ça m'a réconcilié à l'existence. C'est bien mon avis. Alors sur les fables de La Fontaine, qu'on ne fait plus autant apprendre aux enfants. Hein. J'ai l'impression qu'on a pris des distances. C'est dommage. Peut-être, mais il faudrait plutôt les apprendre aux adultes, parce que si La Fontaine était là, il vous le dirait, les fables, elles n'étaient pas destinées à la scène, elles n'étaient pas destinées aux enfants, elles étaient destinées aux adultes et à la rue, comme un contre-pouvoir et comme des pamphlets subversifs. Oui. Un jour où ici même, et avec Jean-Yann, on évoquait ces fables de La Fontaine dont nous avons été nourris et que certains connaissent encore par cœur, il a élevé des objections sur le corbeau et le renard. C'est un des poèmes les plus cons du monde. Le corbeau ne mange pas de fromage. Exact. Je vous défie de filer du fromage à un corbeau et qu'il le bouffe. Et en plus, quel que soit le fromage, même si c'est un tout petit crottin de Chavignol, vous n'arriverez jamais à faire pour l'évêque en manger. tenir un fromage dans la bouche d'un corbeau. Oui. Et en plus, alors, même si le corbeau, à la rigueur, oui. Je dis bien à la rigueur en période de disette, même si un corbeau, à la rigueur, a un fromage, le renard, il s'en fout, alors lui, du fromage. Un renard est absolument incapable d'aller faire le singe sous un corbeau pour manger le fromage. Ce qu'il veut, c'est manger le corbeau. Oui. Vous comprenez? Quel merveilleux souffle, quel Jeannot. Il y a donc un sens caché. Oui. Cela dit, il avait établi un bestiaire irréprochable, hein, où vraiment l'identification des animaux et des hommes est parfaite. Hein. Il y a une description parfaite des caractères de la nature humaine, et comme face à Louis XIV, il fallait avancer masqué, la dissimulation se faisait par le moyen, donc par le truchement des animaux. Qu'est-ce qu'il en pensait, Louis XIV, des fables? Ça le faisait sourire, quand même. Il s'en est servi pour finalement casser la noblesse. Il a vu que, bon, il se retrouvait un petit peu dans les traits du lion, ce qui n'était pas forcément pour lui plaire, mais il voyait que tous ceux qui pouvaient être prétendants au trône ou à des titres ou à des fonctions étaient aussi bien égratignés, et comme ça plaisait au peuple, ça plaisait au roi, parce que le roi c'était plus facilement du peuple que des nobles en place pour et à l'époque, la cour, avant de s'esclaffer, attendait que le roi sourie. Ah, bien sûr, oui. C'est tout le propos de ce film, c'est qu'il y en a un qui attendait pas que le roi réagisse a posteriori, c'est pas du tout une attitude propre à Louis XIV, et La Fontaine lui a imposé, parce que c'est a posteriori qu'il a accepté les fables. Aimeriez-vous avoir le nez plus court et quelques centimètres de plus ailleurs? Où ça? Vous connaissez pas l'expression bâti comme un Hongrois? On vous appelle les boulangers. Oui. Ah bon. Demi-baguette. Ah, oui, non, tout va bien. Oh là là. Ah, c'est formidable. Non, je dis quelques centimètres de plus en taille. Si, quand mon physique m'apportait beaucoup, surtout dans le foot, j'aurais aimé pouvoir faire des têtes. J'ai aucun but de la tête à mon compteur, donc c'est vrai que ça me manque un peu. Mais aujourd'hui, je m'en fiche un peu, quoi. Ça va. Enfin, si vous aviez été, comme vous le souhaitiez, footballeur professionnel, votre carrière serait en voie de se terminer, hein. Ouais. À votre âge, oui. Mais je me reconvertirais, je deviendrais peut-être comédien maintenant. Ouais. Question de Madame Le Pellet. Qui a dit Molière était un auteur dramatique qui jouait ses pièces, Sacha Guitry est un comédien qui écrit les siennes? Pagnol. Achard. Bravo. De Bernard Mabille. Vous avez vu? Ça s'appelle tout simplement la culture. Mais oui, tout simplement. Il y a des maisons pour C'est ce ça. que j'aime bien, c'est sa simplicité. J'aime bien sa simplicité. Ça me déçoit. C'est typique du Sud-Ouest, cette simplicité. Contrairement à Pierre, moi je sais tout, mais je ne parle pas beaucoup. Question de Monsieur Fournier. Que signifie l'expression québécoise turluter une toune?
Ben jouer, chanter une chanson. Oui. Ouais. Une tune, c'est une chanson. Redonner un air populaire, chanter une chanson. Une tune qu'on Merci lise, d'avoir répondu assez vite pour que les dérives ne se produisent Voilà, pas. le grand Bonne réponse de Carlos. Le grand conducteur, c'était Gilles Vigneault, hein, Ouais. qui était vraiment Gilles Vigneault, spécialiste ouais, de la... Parce que moi, je connais une Sur le drôle- tas. Ça dit sur le tas, il n'y avait pas que chose à faire, on s'est dit, on va faire une danse, puis tout le monde a commencé. C'est la gigue. Ah ouais. Alors, votre chanson préférée, Laurent Deutsch? Je crois que j'avais demandé l'habiter la rue Pigalle de Piaf. Une chanson dont le parolier était un bon acteur, par ailleurs, Raymond Assau, qui avait un physique étonnant. Non, je M'inscris en faux. je m'inscris en faux. Ce sont deux frères. Hein. Les frères Assau, il y en a un qui est comédien, c'est celui que vous avez connu. Ah oui. Et l'autre, il était simplement l'auteur de très bonnes chansons et de textes Je croyais remarquables. que c'était Ah le oui, père je et croyais fils, que c'était le même. Marcel Non, non, pas du Assau tout, et non, Serge non, Assau. non. Ah oui. C'est deux frères. Je les ai connus tous les deux, merci. Oui, Bonsoir. oui. Et alors, parlez-nous du père. Ben, le père Non, le père, voyageait. Le Heureusement que je vous ai invité, parce que Ouais. dites donc, qu'est-ce que je dirais comme bêtise? Le père voyageait par le train alors que le fils prenait l'avion. Moi, Et j'ai tout connu a la démarré sœur, avec Gloria Assau. Le père avait un char, on appelait le char d'assaut. En C'est tout cas, Raymond c'est... Assau qui a inventé cette épouvantable histoire que vous connaissez tous, du monsieur très riche qui passe tous les jours devant la loge d'une concierge qui a un petit serin dans sa cage. Vous connaissez cette histoire? Oui. Non, mais je vous la raconterai pas là parce qu'elle est Si, tellement si, triste. si. Non, non, Si, non, si, non, pourquoi elle dure d'abord 1 heure, non. Ah ouais. Non, non, mais il a le don de raconter les histoires. Mais on a tout le Terrible. temps. Mais tu Non, non. peux y aller. Fais-nous une conférence sur Mais le t'es- serein. Oh, parle-nous une... Non, vous voulez ça tombe bien, la Attendez, fontaine, parce que le là, sein. je tue l'ambiance pour toujours. Hein. C'est vrai? Après, ils s'en relèveront pas. C'est horrible comme histoire. C'est une histoire horrible. C'est un petit serin amoureux d'une seringue. C'est horrible. Alors, ça commence dans le train, je crois. Non, c'est fini. Ça s'appelle un coït interrompu, ce que tu fais là. Alors, donc, Edith Piaf, c'est pas sa chanson la plus connue, C'est pas mais Piaf, c'est un frein. De 8h47. c'est celle qui colle le plus à sa biographie personnelle. Elle fréquentait la rue Pigalle, elle sentait les vices à bon marché. Elle était toute noire de péché, avec un pauvre visage tout pâle. Pourtant il y avait dans le fond de ses yeux comme quelque chose de miraculeux qui semblait mettre un petit ciel bleu dans celui tout seul de Pigalle. Alors, c'est une histoire triste, hein. Et alors, elle est assez curieuse parce qu'elle était très heureuse à Montmartre. On la met à Montparnasse et ça va plus. Elle retourne à Montmartre, hein. Ouais, à cette époque-là, évidemment, Montparnasse incarnait un petit peu la nouvelle richesse, la bourgeoisie, Oui, c'était les artistes. plus artiste. Ouais, c'était plus gai, quoi. C'est voilà, Ouais. elle est partie au bras d'un loufia et elle a été entretenue comme ça. Et puis dès qu'elle a été plus assez belle à ses yeux et que c'était plus qu'une poule, elle est repartie à Montmartre, là où elle est venue, quoi. Ah, c'était un vrai petit roman, Et puis hein, c'est- cette chanson. ouais, elle est sublime. Puis ça sent tellement Paname, c'est Paris, quoi. C'est cette époque où on faisait dans la chanson ultra réaliste. Ouais. Son père buvait, sa mère la battait. Enfin, Il y en a un qui écrivait bien ça, c'était Monsieur Assau. Lequel Ils étaient deux frères, je sais pas lequel, mais alors Vraiment, vraiment... c'est le compositeur, c'est l'auteur. Et je cherche le nom du comédien. Et Le il y a prénom. un Américain qui s'appelait La méprise est née du fait qu'ils portaient tous les deux le même prénom. Je ne pense pas. Question de Madame Douchy. Comment se prénomme la putain respectueuse dans l'œuvre de Jean-Paul Sartre? Oh la on vache, devrait savoir Elena, ça, nous, merde, hein. c'est Elena Bossis qui l'a créé au théâtre Antoine. Ça s'est créé chez nous, à Antoine. C'est avec Alain alors. Delon, hein. Non, non. Si, Non, non. il a joué- C'est il pas a deux- joué, là. Non. Non. C'est pas Devier-Jancourt, non. Non, c'est un prénom pas français. Ça, c'était la putain de la République. Ah oui, excusez-moi. C'est Carmen ou un truc comme ça. Non, c'est pas un prénom français. C'est pas un prénom français, mais c'est plutôt à consonance anglo-saxonne. Margaret. Et ça Mais- commence par un L. Lily. Lisbeth. Alors, c'est le diminutif de Lisbeth. Betty, les Lily. Libette. Non. Libette. Non. Libette. Non. Alors, Elisabeth. la reine, on l'appelle d'ailleurs Lilibet, mais dans Oui. l'intimité, hein, Bébête. seulement. Bébête. Non. Le bête. Ah, si. Lizzie. Lizzie. Lizzie, je Bonne réponse de Macha Meryl, c'est Lizzie. Je savais que c'était pas un nom français.
C'est pour ça qu'on dit toujours Lizzie, un gentleman. Et alors, Fouquet va être votre prochain personnage? Ouais, j'écris en ce moment, ouais. J'ai un scénario avec Didier Decoing et Laurent Henneman pour l'année prochaine. Ce sera pour la télévision. Et... La vie de Fouquet? La vie de Fouquet, ouais. C'est-à-dire à quel moment En gros, pareil, ça va se situer aux alentours de 1661 et surtout son procès, parce que c'est quelqu'un qui s'est défendu pendant 3 ans, si bien qu'il avait pas le droit d'écrire, il n'avait pas le droit d'instruire, il n'avait pas le droit d'avoir accès aux pièces du dossier, à ses archives, et il n'avait pas le droit d'écrire pour préparer son argumentaire. Donc il a fait tout de mémoire, et il était tellement précis dans ses chiffres et tellement irréprochable que Louis XIV n'a pas pu avoir sa tête, et au bout de 3 ans, il changeait, il mettait tout le temps à la place des juges qui étaient à la cause de Louis XIV, des mecs, des ennemis de Fouquet, et ils n'ont pas pu le condamner à mort, ils n'ont pu le condamner à l'exil. Parce que le roi souhaitait que... il voulait le voir pendu, hein, ouais. Ah, enfin oui. la tête tranchée à l'époque. À l'âge. À l'âge, sur le bio. Et même pas, je crois, il voulait le pendre parce qu'il était pareil de noblesse de robe et non pas d'épée. Donc il y avait un ambroglio un peu sur la méthode. Vous, quand vous avez des problèmes d'élocution, comment vous faites? On a tous tendance au bégaiement. Ça passe par le bafouillement, l'hésitation, la transpiration, le stress. En fait, le bégaiement n'est qu'une espèce d'extrapolation du stress, de l'angoisse, de s'exprimer. On veut tellement bien s'exprimer qu'on bute sur le mot important. C'est un peu justement, on réussit l'obstacle et on se vautre juste après. C'est vraiment le principe du bègue. Donc moi, je suis assez attentif et vigilant à ne pas céder à ça, cette espèce de panique, de tellement vouloir me faire comprendre que finalement, je ne dis plus rien du tout. Alors, vous vous exercez avec... La respiration. Avec un stylo. Ouais. Et l'orthophoniste aussi, c'est bien. Moi, le stylo, c'est pas mal, hein. Ça, c'est plus musculairement pour éviter de bafouiller par mollesse des mandibules. Moi, je suce mon stylo. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Ça arrive à des gens très bien. Son prénom? C'est Germaine mon stylo qui est remarquable. Par cœur. Question de Monsieur Robert d'Ajaccio. Qu'est-ce que perdent avec l'âge les animaux anours? A-N-O-U-R-E-S. Les poils. Le A étant naturellement privatif. Leur queue, non? Leur queue. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et qui sont les animaux qui perdent leur queue? C'est la peur de ma vie. On est tous un peu anours, là. Non, l'homme n'est pas un animal anours, rassurez-vous. J'ai une histoire terrible sur les animaux. C'est un zoophile, un sadique, un tueur, un nécrophage et un masochiste. Ils sont 5. Hein. Et à ce moment-là, ils se parlent entre eux. Et il y a un chat qui passe. Le zoophile le regarde, il est super chouette, celui-là, il est beau, je me le taperai bien. Et le masochiste dit, quand tu te le seras tapé, je vais le torturer. Le sadique, pardon. Le tueur dit, écoute, tu l'auras torturé, moi je vais le tuer. Le nécrophage dit, quand tu l'auras tué, moi je le mangerai. Et le maso, il dit rien, alors il se retourne pour les cartes vers le mec, et alors, il fait, miaou. Il y avait aussi cette histoire qui passait dans le train. Oui. Et donc... Oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire qui se passe dans le train? C'était un jeune homme bien de sa personne et qui disait à un type déjà un peu plus âgé qui était en face de lui, « Ah, je suis dans un état d'excitation, je crois que je me ferais bien une mouche. » Et l'autre faisait « Zzzz ». D'où l'expression un petit coup dans le train, quoi. Non. Il y a un peu plus de 30 ans que j'attends pour la caser. Question de Monsieur Scran. Dans la marine, question pour l'ancien marin que fut Pierre Bellemare. Le marin chef de gare, merci beaucoup. Merci, je m'en souviendrai. À très bien. Comment appelle-t-on l'ensemble des objets et ustensiles qui constituent la quincaillerie nécessaire à... La Castille. Bravo. Super, bravo. Monsieur Bellemare. Faut pas le chauffer, hein. Faut pas l'énerver, hein. Ah ouais. Faut pas l'asticoter sur les côtés parce que tout d'un coup ça ressort là. Encore chez Bellemare. Faut dire qu'il avait un superbe yacht qui croisait. Il avait invité les frères Assaut d'ailleurs une année. Il avait posé des vitraux, je me rappelle. Son mérite, c'est d'avoir senti le vent du progrès et à un certain moment d'avoir transformé son yacht en ferryboat quand le train est arrivé. Et je traversais la Manche. Le chef de gare maritime. Oh, vous avez plus fait la Manche que vous ne l'avez traversé. Sûrement. L'histoire du jour, la bonne histoire, elle a été envoyée par Monsieur Forest de Lyon.
Je l'ai choisi en pensant au dernier rôle de Laurent Deutsch et je vais demander à Macha Merrill de bien vouloir la raconter. Elle est coquine, hein, je vous dis tout de suite. Alors, c'est une jolie lavandière qui lave son linge penchée sur le lavoir. Passe un inconnu, il arrive juste derrière elle et il s'aperçoit qu'elle a oublié de mettre une culotte. Oh là là. Passé la période de contemplation, tel un chien à l'arrêt devant son gibier, il s'enhardit et caresse le joli postérieur. Aucune réaction. Alors, il passe à l'action, il se retrouve le pantalon sur les chevilles et paf, il lui fait son affaire. Tu connais bien. La lavandière est toujours occupée à frotter son linge. Juste avant de partir, il se décide à lui mettre la main sur l'épaule. Il lui dit Mademoiselle, la jeune fille sursaute, surprise. Oh, vous m'avez fait peur. C'est bien joué, hein. Ah, c'est bien joué. Elle est mignonne. Dernière citation envoyée par Madame Marcy qui a dit « Pauvre langue française où le mot tournure s'applique également au derrière des femmes et à l'esprit des hommes. » Jean Dutour. Non. Voltaire. Non, alors c'est un homme de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à une époque où on employait encore le mot tournure. Oui, bien sûr. Boileau. Non, fin du 19e. Flaubert. Oui, Zola. Qui est parlait bien le français? Victor Hugo, Balzac. Non. Un grand comme ça En tout cas, quelqu'un Apollinaire. qui fait partie de nos pères spirituels. Alors c'est Renard. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Macha Merrill. Carlos l'avait dit hier. Carlos l'avait dit hier. Je laisse à machin. Mais il l'avait dit aujourd'hui ou à propos d'une précédente question? Au début, Philippe. Et puis un grand merci à Laurent Deutsch d'être venu parler de ce Jean de La Fontaine. Connaissez les fables, venez découvrir l'homme. Ah, c'est bien. Voilà un joli slogan. Non. Merci, bravo, à demain.